tous et merci d'être présents pour cette matinale prometteuse sur un sujet clairement d'actualité à plusieurs titres. Le risque cyber est aujourd'hui communément jugé comme un risque central pour toutes les entreprises, particulièrement dans le secteur financier. On en parlait juste avant le début de la réunion avec Pierre Mineur et Patrick de Giovanni, mais pas seulement dans le secteur financier, bien entendu. Il se trouve aussi qu'il y a une attention des pouvoirs publics au sujet de la couverture cyber. Il y avait d'ailleurs eu une concertation nationale sur l'assurance du risque cyber lancée par le Trésor l'année dernière. Et puis, il y a des initiatives européennes, notamment le Cyber Security Act ou encore la proposition de règlement DORA sur la résidence opérationnelle numérique du secteur financier qui aborde aussi, bien entendu, ces sujets de couverture contre le risque cyber. Et puis, il se trouve malheureusement que la menace cyber s'est sensiblement renforcée, au moins dans certains secteurs cibles, dans le contexte actuel des circonstances de conflit en Ukraine. Alors, les entreprises, pour une bonne part, ont bien compris la menace et ont engagé des programmes de prévention du risque et de couverture du risque par des polices d'assurance. Le constat est que le recours à l'assurance dépend beaucoup de la taille des entreprises. Ce recours est dominant dans les grandes entreprises. Il est minoritaire, clairement minoritaire pour les ETI, et il est marginal pour les PME. Et comme le montre notamment l'étude de l'Embraer de la fin de l'année dernière, dite Lucie, c'est-à-dire Lumière sur la cyberassurance. Et alors, les assureurs ont effectivement su définir une offre. C'est une offre maintenant développée, mais elle est évolutive en termes de coûts et de couverture, notamment sur la couverture de la rançon en cas de ransomware. Un rapport du Sénat de 2021 recommande d'ailleurs parmi les mesures de protection le recours à l'assurance, même s'il considère que le marché de l'assurance n'est aujourd'hui pas totalement mûr. En tout cas, il apparaît que l'émergence d'une offre d'assurance est contrainte par l'état de la réglementation française qui génère un certain nombre de freins, même si ce n'est pas le seul pays à avoir ce type de frein, bien entendu. Et c'est la raison pour laquelle le comité juridique de la place financière de Paris, sous l'impulsion du Trésor, a souhaité examiner, pour les clarifier, les questions juridiques soulevées par l'assurance du risque cyber, et en particulier sur 3 sujets qui seront détaillés tout à l'heure par Pierre Mineur. Ces sujets sont l'assurabilité des sanctions administratives, et en abordant le cas particulier des sanctions prononcées par la CNIL, l'assurabilité de la rançon en cas de risque de cyberattaque, et puis l'assurabilité d'actes de guerre, si l'on peut dire, de nature ou d'origine cybernétique. Ce rapport du Haut Comité juridique de place est d'une très grande richesse. Alors non seulement parce qu'il y a eu une trentaine de contributeurs issus du Trésor, des régulateurs et superviseurs, donc la CPR et l'AMF en étaient membres de ce groupe de travail, l'industrie de l'assurance au travers directement d'assureurs et de France Assureurs, la banque, avocats et professeurs de droit, et puis un certain nombre d'auditions ont été également réalisées, et cela conduit à des recommandations à la fois d'ordre opérationnel, d'ordre réglementaire, et puis des réflexions de nature préventive. Et ce rapport est riche aussi parce que d'ailleurs il fournit une analyse comparée sur la couverture de la rançon. C'est très, très intéressant de voir les approches un petit peu différentes. Alors ce rapport va être présenté par le président du groupe de travail qui a produit ce document, Pierre Mineur. Alors Pierre est presque un habitué de nos matinales. Il est intervenu déjà à 2 ou 3 reprises en tant que président d'autres groupes de travail. Pierre a un parcours mixte de banquier
et d'avocats, en ayant commencé par la banque, puis la banque Pierre à la BFCE, puis chez BNP Paribas, puis avocat chez Depardieu, puis fonction juridique, enfin, jusqu'au plus haut niveau de la fonction au sein du groupe Crédit Agricole, et puis de nouveau avocat plus récemment. Donc un éclairage sous deux angles d'une certaine façon que Pierre a apporté à la tête de ce groupe de travail. Et puis, nous avons jugé utile de compléter la présentation des conclusions du rapport par un volet pratique sur l'offre assurantielle aujourd'hui. Et nous avons fait appel pour cela à Patrick de Giovanni, qui était membre du groupe de travail du Haut Comité juridique de place. Patrick, lui, a un parcours totalement assurantiel dans 3 groupes d'assurance et avec aujourd'hui chez Pacifica la charge des directions métiers particuliers, professionnels, entreprises et métiers agricoles également. Et Patrick est un analyste très privilégié des évolutions du secteur de l'assurance, à la fois comme fournisseur de services d'assurance, mais également consommateur de services d'assurance pour couvrir les besoins de son groupe. Alors, notre présentation de ce matin va se faire en 3 temps. D'abord, Patrick de Giovanni va nous rappeler, nous poser un peu le cadre, nous rappeler ce qu'est le risque cyber, comment est structurée aujourd'hui l'offre d'assurance et quelle est l'analyse des différentes parties prenantes sur la couverture assurantielle du risque cyber. Ensuite, c'est Pierre qui prendra le relais pour détailler l'analyse et les enseignements et les recommandations du rapport du Haut Comité juridique. Et puis, Patrick reprendra la main pour évoquer sa propre expérience de gestionnaire du risque d'assurance à l'intérieur de son groupe et donc nous présentera la structure du programme d'assurance cyber du groupe, de son groupe Pacifica et un peu plus largement Crédit Agricole. Voilà, nous aurons, au-delà de ces présentations, un temps de questions-réponses. Donc, c'est l'occasion tout à fait privilégiée d'échange avec nos deux experts. Je vais passer la parole très vite à Patrick en chargeant d'abord sa présentation. Pendant que ça se charge, oui. Je pense qu'il y a de l'écho, il faudra bien songer à fermer les micros les uns les autres. D'abord, bonjour à tous et merci Michel de cette invitation qui est l'occasion surtout de vous écouter et de partager, alors avec la vision, comme tu l'as dit, à la fois d'assureur et de preneur de risque en tant que banquier, sur ce sujet qui est un sujet sur lequel on est tout juste, on va dire, au début de la découverte de ce risque-là. Alors, mon début de présentation, c'est vraiment de planter le décor et de laisser la place à Pierre qui sera, je pense, la partie la plus intéressante pour vous, mais je souhaitais vous donner quelques éléments pour que l'on soit tous au même niveau de compréhension de cette problématique du risque cyber. Donc, sur le slide d'après, rappeler quelques définitions et quelques spécificités. Donc, bien sûr, le risque cyber concerne ce qui va toucher à un dispositif informatique. La règle des CISI me semble très intéressant parce que d'un seul coup, vous comprenez la difficulté finalement pour les assureurs de bien évaluer le risque et de proposer des réponses adaptées et des systèmes de prévention. Pourquoi je vous parle tout de suite de prévention? Parce que le rôle d'un assureur ne se limite jamais à la seule indemnisation d'un dommage, mais nous avons tous la volonté de faire ce que j'appelle moi PAP, c'est-à-dire prévention, protection et assurance. L'assurance ne peut être efficace et le service au client ne peut être efficace que si l'on pense systématiquement prévention,
protection. Prévention, c'est pour essayer d'éviter le risque. La protection, c'est pour en limiter les conséquences. Et puis, l'assurance dans cette partie classique d'indemnisation. Et donc, par rapport à ces éléments-là, les cyberattaques qui sont caractérisées par le fait qu'elles sont invisibles, intensives, incompréhensibles, internationales, incertaines, intentionnelles, sont vraiment un risque sur lequel on a encore beaucoup à apprendre. Les principales cyberattaques, on va en parler, et Pierre en parlera, avec effectivement la ransomware et donc la problématique de la rançon, le phishing avec le vol des données, malware avec un virus, un cheval de Troie qui va entraver l'activité, et Wiper avec la destruction des données infectées. Donc, des façons, je dirais, d'atteindre l'entreprise visée, à la fois à travers une limitation de son activité, le vol de données, mais aussi l'irréputation de cette entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi extrêmement important. Le slide d'après donne quelques chiffres sur ce sujet-là. Alors, ce qui est amusant, si on regarde à droite cette tentative d'évaluation du marché des cyberassurances en France, ça tombe plutôt bien entre les chiffres de France Assureur avec 135 millions d'euros de cotisation et ceux de l'AMRAE à 130 millions. On se dit, tiens, c'est bon, on parle tout à fait de la même chose. Alors après, on est un peu plus surpris si on regarde les résultats techniques, c'est-à-dire le ratio entre les sinistres et les cotisations. France Assureur, avec les remontées que l'on a pu avoir, conduit à 68% en 2020, et l'AMRAE à 167%. Bon, donc déjà, vous voyez que ces simples chiffres, à la fois, montrent 130 millions d'euros, honnêtement, c'est pas beaucoup, hein, c'est pas beaucoup. On parle évidemment de milliards d'habitude de chiffre d'affaires au niveau de la France, et en même temps, le S sur C, il est bon, mauvais. Enfin, tout ça n'est pas encore aujourd'hui bien. On n'est pas forcément capable de bien suivre réellement ce qui arrive. Mais il suffit aujourd'hui, avec 130 millions d'euros de chiffre d'affaires, d'un seul sinistre pour exploser les compteurs. Oui, c'est vrai, on a des sinistres qu'on a déjà évalués, y compris en France d'ailleurs, mais je ne peux pas citer mes sources, mais à plusieurs centaines de millions d'euros. Donc vous voyez que la problématique de la mutualisation, ce que l'on aime beaucoup en assurance, c'est-à-dire en fait avoir une masse très importante de primes ou de clients sur un type de risque pour faire face à la survenance d'un événement lourd. Aujourd'hui, clairement, le risque cyber pris uniquement dans sa vision du risque cyber n'a pas suffisamment de masse pour mutualiser réellement les risques. Alors pourquoi ça? C'est ce qui est en dessous, c'est-à-dire que, ça a été dit par Michel, si les grandes entreprises sont, pour la plupart d'entre elles, ont une couverture cyber, alors la question que l'on pourra se poser, c'est est-ce qu'elle est suffisante, avec suffisamment de capacité face au risque, mais enfin en tous les cas, sont garanties en cyber pour une bonne partie d'entre elles. Dès qu'on passe aux ETI, vous voyez, on parle de 8% des ETI qui sont couverts. Et alors, si on parle des PME, même si probablement il y a des erreurs de zéro, mais enfin à ce niveau-là, de toute façon, on s'en fout. Le pourcentage de PME assurées est extrêmement limité. Donc, alors que, ça c'est la partie gauche, je ne vais pas le détailler, alors que finalement des incidents de cybersécurité concernent en 2020 43% des PME. Donc on voit bien qu'il y a un delta extrêmement important entre ce risque cyber qui est vraiment là, dont on parle beaucoup, énormément, pour lequel, en fait, finalement, beaucoup d'entreprises ont rencontré le risque, alors sous une forme peut-être anodine ou sous une forme plus lourde, et pour autant, en dépit du fait qu'il y a des propositions d'assurance, aujourd'hui, la bascule de la sensibilisation au risque vers une couverture d'assurance se fait encore de façon très, très marginale. Mais pourquoi? Parce qu'on est au début, finalement,
de la compréhension de ce risque-là. Et aujourd'hui encore, ça nous rappellera d'autres risques. Aujourd'hui encore, beaucoup d'entrepreneurs considèrent que ce risque est vrai, est réel, tout à fait, mais ça concerne son voisin. Et c'est un peu ça la limite du jeu. Alors, le slide d'après, finalement, décrit l'approche globale du risque cyber sur le marché en distinguant finalement trois éléments. Ce qui est du domaine de la préparation pour éviter le risque, de la compréhension de nos protections en tant qu'entreprise, c'est cette partie du diagnostic de l'existant. Le deuxième partie, c'est finalement le traitement à froid des axes d'amélioration identifiés par cette analyse préalable de l'existant. Et la troisième partie, c'est le traitement à chaud, c'est-à-dire c'est la couverture du sinistre, classiquement associée à une couverture assurantielle, mais pas que. Ça peut être aussi la mise en place de process pour faire face aux conséquences de la survenance d'un événement. C'est très important, en particulier quand on est responsable d'entreprise, d'avoir ces éléments-là, parce que finalement, les solutions, les réponses à ces différents éléments ne sont pas forcément dans les mains d'un même acteur. Et même quand l'assureur propose, je dirais, des outils pour ces trois parties, bien souvent, en fait, il a des partenariats avec des spécialistes du diagnostic, des spécialistes de la remédiation et évidemment des spécialistes plus classiquement de l'assurance et de l'analyse. Donc, je dis ça parce qu'il peut y avoir des confusions. Finalement, quand on travaille sur ces dossiers-là, on peut avoir, dans une vision risque très classique, dans des grandes entreprises, on peut souvent s'arrêter au diagnostic et aux remédiations sans avoir totalement intégré finalement le sujet de la couverture du risque. Et quand on a une vision plus assureur, on peut avoir tendance à se concentrer sur le troisième pilier sans aider les clients à travailler sur les deux premiers piliers. D'autant plus que chaque pilier a son coût. Hein. Tout ça n'est pas gratuit et on peut. Alors, si on descend au niveau de PME, eh bien, finalement, les coûts sont loin d'être neutres et souvent, on se limite à de l'information, de la sensibilisation, ce qui est déjà pas mal, mais qui est largement insuffisant par rapport à la menace. Le slide d'après, de toute façon, il est déjà obsolète. Tellement ça va vite. Et c'est juste pour une illustration finalement du positionnement des réponses selon ces trois piliers. Comme vous le voyez, évidemment, les assureurs ou les courtiers d'assurance sont présents sur chacun de ces piliers-là potentiellement, mais les banques aussi font des offres, les cabinets d'audit aident également, et puis il y a des experts en cybersécurité qui sont présents pour accompagner, c'est les partenaires dont je parlais, pour accompagner finalement les offreurs de solutions que peuvent être les assureurs, les courtiers ou les cabinets d'audit. Si je passe aux solutions assurantielles de façon plus directe, donc plutôt ce troisième palier, ce troisième pilier que j'évoquais tout à l'heure, il faut avoir en tête que l'on peut trouver des solutions, des garanties cyber finalement à différents endroits. Le premier élément, c'est l'intégration d'offres de garantie cyber à l'intérieur de contrats multirisques. Alors, c'était en grande partie finalement l'existant il y a quelques années, plus parce qu'on ne l'avait pas fait exprès, que par volonté délibérée d'offrir une couverture cyber.
Donc, c'est ce qu'on appelle silent cover, c'est-à-dire que finalement, certains contrats multirisques, à travers des garanties tout à fait classiques, n'excluaient pas le risque cyber. Ces silent cover, finalement, il y a eu un gros travail de fait par les assureurs, en grande partie d'ailleurs sous la pression des réassureurs. Pourquoi les réassureurs sont intéressés au premier chef par ce genre de risque? Parce qu'il peut y avoir des risques un peu systémiques qui font que on n'est pas protégé, le réassureur ne serait pas protégé par la limitation de la garantie, du montant de garantie à l'intérieur d'un contrat, du fait que plusieurs, voire un grand nombre de contrats peuvent être simultanément touchés par un même événement. Et que ce cumul de sinistres poserait un problème à la fois aux assureurs et potentiellement aux réassureurs. Et alors, quand l'on est finalement, quand on a des contrats multirisques avec des garanties trop imprécises quant au périmètre, ces contrats multirisques pouvaient finalement induire la nécessité, l'obligation faite aux assureurs et potentiellement aux réassureurs de payer les dommages consécutifs à des attaques cyber en grand nombre. Je vais prendre un exemple. Par exemple, les problématiques d'utilisation de systèmes comptables. Certaines professions, vous le savez, finalement utilisent le nombre de systèmes, d'outils comptables mis à disposition des professions, de certaines professions un peu spécialisées, le nombre de logiciels n'est pas si élevé que ça. Et vous pouvez avoir un logiciel comptable qui va finalement être utilisé par le tiers, la moitié, le quart des professionnels, par exemple de la profession médicale. Et l'on voit ainsi que s'il y a une faille finalement dans ces systèmes-là, que des hackers découvriraient, on pourrait, et si je pense encore aux professions médicales, on pourrait avoir une attaque de grande ampleur pour récupérer des données on ne peut plus confidentielles sur la santé de nos concitoyens. Et si les contrats d'assurance multirisque de base de ces professions médicales contenaient de façon volontaire ou involontaire une garantie cyber, on pourrait avoir un cumul de risques. C'est juste une illustration et j'espère qu'il n'y a pas de hackers parmi les assistants à ce séminaire. Mais ce risque de cumul est un risque réel. Et donc, tout un travail, finalement, de s'assurer que dorénavant, la garantie cyber n'est présente que si l'on le souhaite, en tant qu'assureur, si on souhaite qu'elle soit présente. Donc, de plus en plus, on a sorti et isolé ces garanties cyber des garanties multirisques pour passer au deuxième niveau avec des offres finalement dédiées à la couverture du risque cyber, avec des ventes en sec de ces contrats cyber. Et c'est là où je rejoins, je vais éviter quand même d'être trop long, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que beaucoup d'assureurs proposent aujourd'hui, beaucoup d'assureurs, et par leur intermédiaire, l'intermédiaire des agents généraux, des courtiers, des agences bancaires ou autres, offrent finalement des offres spécifiques cyber. Et honnêtement, je pensais que tout le monde allait les acheter. Et c'est là où on a un petit décalage avec l'appréhension du risque et le passage à l'acte, c'est-à-dire l'achat d'une couverture. Le troisième temps, je dirais, c'est pour les grandes entreprises, mais ça peut démarrer à des grandes PME et ETI, finalement, une proposition d'assurance qui est complétée par l'analyse préalable du risque avant d'offrir, alors à la fois pour protéger l'assureur, c'est-à-dire que l'assureur ne souhaite pas couvrir des risques
finalement où il y a une quasi-certitude de défaillance en cas de hackage. Et donc, on analyse préalablement, on demande aux clients de remplir un questionnaire extrêmement complet et long pour vérifier que le risque est assurable. Donc, c'est là où on a cette vision de l'assurabilité de ce risque-là. Je passe sur le slide d'après pour finalement vous dire des choses que vous connaissez, évidemment, parce que sinon vous ne seriez pas là. Ce risque cyber est bien au cœur de l'actualité. Au cœur de l'actualité parce que à la fois la sinistralité se développe, les solutions assurantielles également, mais en même temps, il y a aujourd'hui des problématiques autour des capacités que l'on peut apporter sur ce risque qu'en tant qu'assureur, on maîtrise mal, et donc des tensions sur les capacités, particulièrement sur les grands comptes. On en parlera à la fin de ce rendez-vous, mais aussi sur des problématiques autour des garanties, et Pierre en parlera, donc je ne rentre pas dans le détail. Et donc, ce que l'on constate, c'est des augmentations de primes qui peuvent être extrêmement importantes. Le deuxième sujet, c'est, je l'ai évoqué déjà, je n'y reviens pas, une problématique de cumul d'engagement qui nous pose problème en tant qu'assureur, et donc un travail sur les exclusions ou de restriction des garanties. Des sujets autour de la réglementation, là encore, je vais laisser Pierre parler de ces éléments-là. Et finalement, en bas à droite, réellement des sujets d'assurabilité, à la fois, une fois encore, du fait de la faible mutualisation et donc d'une insuffisance de la diversification du risque, d'une crainte de pandémie cyber et l'inconnu aujourd'hui, puisque par moment il y a de bonnes nouvelles. Je veux dire, regardez tout ce qui a été dit dès le déclenchement de la guerre en Ukraine et des réactions de l'OTAN et des pays associés. Je veux dire, on a tout de suite dit, parmi les risques majeurs en France, c'est des attaques cyber de la part de la Russie. Voilà. Donc, on voit bien que là, on était face à un risque, d'ailleurs, serait-ce un risque de guerre ou non, Pierre nous le dira. Comment, surtout, pouvoir associer cet événement que l'on pensait là, immédiat, d'attaque cyber de la part de la Russie, comment pouvoir justifier que c'était un risque de guerre, parce que Pierre le dira, en France, aujourd'hui, les risques de guerre sont exclus clairement des contrats d'assurance. En tous les cas, une crainte qui ne s'est pas avérée, comme quoi on peut se tromper. Et en fait, la réalité, c'est qu'en matière de cyber, la seule chose que l'on sait pertinemment, c'est qu'on se trompe. Voilà, y compris sur le besoin de couverture. Et ça, j'y reviendrai plus précisément par rapport aux grands comptes. Alors, pour ouvrir la voie de la présentation de Pierre, je dirais que sur certains types de risques, et en particulier, par exemple, le paiement des rançons, on a vu beaucoup de déclarations. Côté assureur, ce qui est arrivé relativement vite, c'est des prises de position finalement de grands assureurs comme AXA et puis ensuite Generali qui ont décidé de se désengager du paiement de la rançon. Alors que beaucoup encore de contrats finalement proposent la couverture de la rançon. Et c'est assez amusant de s'apercevoir que les deux acteurs majeurs qui en France ont exclu le paiement de la rançon, donc sont deux acteurs européens comme AXA et Generali, et que finalement les assureurs qui continuent de façon significative, parce qu'ils sont très présents
à inclure dans leur garantie le paiement de la rançon sont des anglo-saxons. Pourquoi je dis ça? Parce que finalement, les acteurs européens se posent d'autant plus de questions qu'il y a le sujet de l'OFAC et de règles qui font que, dans le principe, un acteur financier qui paierait une rançon à, je dirais, un terroriste pourrait être sous sanctionné par les règles américaines parce que potentiellement on paye à paye quelque chose, une indemnité. Enfin, on paye pas une indemnité, on paye finalement à quelqu'un qui est sur une liste rouge. Cette problématique, évidemment, alors moi là je vais parler en tant que banquier, est une problématique qui nous concerne au premier chef. Devons-nous, alors je ne suis même pas en tant qu'assureur ici, devons-nous aider un de nos clients qui vient nous voir dans notre agence bancaire et qui nous dit, écoutez, je suis attaqué, on me demande de payer une rançon en Bitcoin, vraiment, je ne sais pas quoi faire. Merci, monsieur le banquier, de verser, de régler pour mon compte en Bitcoin cette rançon. Eh bien là, que doit faire le banquier? Je ne parle pas en tant qu'assureur, je parle là en tant que banquier. Je peux vous assurer, en tous les cas, qu'au Crédit Agricole, cette question se pose, et que la réponse n'est pas si évidente. Est-ce que si nous servons d'intermédiaire à verser des bitcoins à quelqu'un que l'on ne connaît pas, est-ce que l'on a un risque de sanction? C'est très amusant, la position américaine, elle est très claire. Vous avez le droit de verser en bitcoin, de payer une rançon en bitcoin, sous réserve que vous savez quelle est la personne de l'autre côté du paiement. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez le principe des bitcoins, c'est quand même très compliqué de savoir qui se cache derrière la réception de ce paiement en bitcoin. Voilà, donc vous pouvez faire, mais sous réserve que vous ne fassiez pas. Voilà, donc ces problématiques se posent. Donc, HCJP, je ne vais pas détailler et Pierre en parlera. Le ministère des Finances a évoqué des obligations de dépôt de plainte, des sujets d'amélioration de la coordination entre la victime, les assureurs et les autorités publiques, l'obligation d'alerte, des mesures de prévention. Je passe sur le slide d'après. On a des premiers rapports parlementaires, mais tout ça est en train d'évoluer, qui disaient clairement qu'il convenait de sanctionner les entreprises, administrations, collectivités qui procèdent au paiement des rançons. Voilà, donc c'était assez clair. Donc vraiment des propositions, des rapports qui proposaient l'interdiction du paiement des rançons. Et puis l'ANSSI, il n'a pas franchement changé de position, plutôt contre le paiement de la rançon, donc pour finalement éviter le cercle vicieux du paiement des rançons, c'est-à-dire celui du fait que l'on va avoir de plus en plus de hackers, puisque finalement ça marche, ils touchent des sous, donc ils vont continuer à attaquer. Et donc comment casser cet écosystème criminel? A priori en évitant de le financer. Voilà, et donc nous en sommes où aujourd'hui? Eh bien, il y a une proposition de loi qui finalement s'appuie pas mal sur ce que Pierre va présenter, et donc je laisse la parole à Pierre. Merci Patrick. Merci Patrick. Je vais juste merci pour ces éléments très très concrets et d'avoir évoqué ces dilemmes qui peuvent se poser aux assureurs et aux banquiers. Et voilà, je vais passer maintenant la présentation de Pierre.
Voilà, je pense que vous la voyez. Oui, très bien. Très bien. Écoutez, bonjour à tous. Merci Patrick pour tous ces propos. Je ne suis pas certain de pouvoir répondre à toutes les questions que tu m'as posées ou à tous les sujets que tu m'as renvoyés, mais enfin, je vais m'y employer. Donc, je vais essayer de vous présenter ce rapport du Haut Comité juridique de la place financière de Paris qui est consacré à l'assurabilité des risques cyber. Ce rapport est le résultat de travaux, comme l'a dit Michel en début de réunion, d'un groupe de travail qui s'est réuni pendant plus d'un an, alors pas en continu évidemment, mais enfin sur une période d'une année, un groupe de travail composé d'une trentaine d'experts, juristes de sociétés d'assurance, juristes de banque, avocats, professeurs de droit, représentants des autorités. Et donc, nous avions donc également des assureurs dans le groupe de travail. Et donc, nous avons essayé de mener des études à la fois précises, rigoureuses et les plus complètes possibles sur des sujets très sensibles qui sont au nombre de 3, puisque nous avions donc une mission très circonscrite, un périmètre précis. Alors, 3 questions. Peut-on couvrir les sanctions administratives par des mécanismes assurantiels? Alors, cette première question est importante à un double titre. D'une part, parce qu'il y a un flou en droit français depuis déjà assez longtemps. Lorsque l'on regarde les contrats d'assurance, et Patrick confirmera ou infirmera, je le laisserai s'exprimer, on a souvent une ligne indiquant que les sanctions administratives sont assurées dans la limite permise par la loi. Et donc, quelle est cette limite? Bon, ce n'est pas d'une clarté absolue, ni pour les assureurs d'ailleurs, ni pour les assurés. Donc cette premier intérêt, c'est de clarifier ce sujet. Donc nous avons essayé de nous y employer. Le deuxième intérêt de cette question est de savoir si les sanctions qui pourraient, j'emploie le conditionnel, être imposées par la CNIL en cas d'attaque cyber et de perte de données ou de diffusion de communication publique de données, est-ce que ces sanctions peuvent également faire l'objet d'une couverture assurantielle dans la partie sanctions pécuniaires ou dans la partie mesures correctrices? Donc une question portant sur des intérêts majeurs. La deuxième question qui nous a été posée est de savoir s'il est possible en droit de couvrir les risques de cyberrançonnage par des mécanismes assurantiels. Est-il possible d'assurer la rançon? Sujet évidemment particulièrement sensible et d'une grande actualité. Le troisième sujet portait sur le risque de guerre, comme l'a indiqué Patrick, donc c'est un cas d'exclusion de l'assurance. Est-ce que le concept de risque de guerre est adapté lorsque le fait générateur est de nature cybernétique? C'est la question qui nous y a été posée. Je crois que le rapport y répond. Je vais essayer de vous présenter notre analyse. Alors, j'insiste sur le travail très collectif. Je ne suis qu'un porte-parole, je ne suis qu'un rapporteur. Et le groupe a été très impliqué dans ces travaux. Et donc, j'insiste bien sur ce travail d'équipe d'une trentaine de personnes qui a bien fonctionné pendant plus d'une année. Alors, si je reviens sur l'assurabilité des sanctions administratives, nous avons d'abord eu une approche générale avant de nous intéresser au sujet de la CNIL. Lorsqu'on parle des sanctions administratives, on parle aussi bien des sanctions de la CNIL, de la CPR, prononcées par l'AMF ou par d'autres autorités administratives. Alors, que faut-il retenir de la position juridique résultant à la fois de la doctrine, de la jurisprudence sur ce sujet? Alors, la doctrine est traditionnellement défavorable à l'assurabilité des sanctions
et les auteurs sont assez hostiles et ils se fondent sur un arrêt de la Cour de cassation de 1960 qui avait considéré que les décimes additionnelles à l'amende pénale constituaient une peine accessoire qui prenait donc la nature de peine. C'est l'arrêt qui est très souvent cité par tous ces auteurs et donc qui considèrent que les sanctions administratives avaient la nature de peine. Ce sujet, s'agit-il de peine? Nous l'avons réexaminé, même si il ne fait plus vraiment débat. Nous l'avons réexaminé à travers la jurisprudence, à la fois, je dirais, du Conseil constitutionnel, de la Cour européenne des droits de l'homme et du Conseil d'État. Deux décisions importantes du Conseil constitutionnel de 89 le Conseil constitutionnel a admis que l'administration pouvait exercer un pouvoir répressif. Le Conseil constitutionnel a précisé que les principes de l'égalité des délits et des peines, le principe de nécessité des peines, celui de non-rétroactivité de la loi pénale et le principe des droits de la défense s'appliquent à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Alors, les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme ont aussi accompagné le juge administratif dans la construction du régime juridique de la répression administrative. Je cite pour mémoire l'arrêt bien connu Engel de la Cour européenne des droits de l'homme. Et le Conseil d'État a fait sienne cette interprétation et a considéré que relevaient du champ pénal les pénalités fiscales, les sanctions pécuniaires, prononcées par la commission bancaire, par le Conseil des marchés financiers, par le Conseil de la discipline de gestion financière, par la commission des sanctions de l'AMF. Plusieurs décisions du Conseil d'État de 95, 99, 2004 et 2005 qui sont citées dans le rapport. S'agissant donc de peine, comme on est dans le domaine pénal, il existe un principe intangible de personnalité de la peine qui est repris à l'article 121.1 du Code pénal, qui dispose que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. Le Conseil d'État a d'ailleurs précisé dans un arrêt de 2007 que le principe constitutionnel de responsabilité personnelle en matière pénale est applicable aux sanctions administratives et disciplinaires. Alors, l'ordre public a souvent été invoqué pour s'opposer à l'assurabilité des sanctions administratives. L'ordre public est souvent utilisé notamment dans les réponses ministérielles qui sont citées dans le rapport, notamment la réponse du 24 novembre 1997. L'ordre public s'oppose à ce qu'un assureur prenne en charge les amendes pénales, de même que les amendes fiscales, douanières ou toute autre sanction pécuniaire prononcée par les autorités administratives. Je mentionne également une décision du ministère de l'économie qui était dans son pouvoir de contrôle préalable des contrats issus de l'ancien article 310-8 du Code des assurances, qui est aujourd'hui abrogé. Le ministère de l'économie avait empêché la commercialisation de nouveaux contrats d'assistance offrant la possibilité de s'assurer contre les retraits de permis de conduire en bénéficiant d'un chauffeur durant la période de retrait. Et cette position a été réitérée dans une autre réponse ministérielle du 15 février 1993. Alors, si on se tourne un instant sur la jurisprudence civile, elle n'est pas éclairante, et elle n'est pas éclairante contrairement à ce que la doctrine ou certains membres éminents de la doctrine ont pu considérer. Et ce sont ces deux arrêts qui sont mentionnés ici de 2012 et de 2019 qui ont jeté le trouble sur le sujet. Or, quand on regarde ces arrêts, on s'aperçoit que la Cour de cassation, à deux reprises, traite de questions de droit des assurances, mais la question de fond de validité de l'assurance d'une sanction administrative n'a jamais été évoquée.
La première affaire concernait un dirigeant qui était sanctionné par l'AMF pour manquement à l'obligation d'information du public par diffusion d'informations inexactes. La Cour de cassation a validé l'analyse de la Cour d'appel. La faute intentionnelle est exclusive du caractère aléatoire du contrat d'assurance. Et donc, il s'agissait là d'application d'un principe bien connu du droit des assurances. Certains y ont lu que une sanction administrative pour une faute non intentionnelle pourrait faire l'objet d'une couverture assurantielle. Le groupe de travail a débattu longtemps du sujet et est arrivé à une conclusion négative en disant que cet arrêt et l'autre également de 2019 ne permettaient pas d'aboutir à cette conclusion. Donc nous avons considéré que, après avoir bien examiné le sujet, regardé si nous n'avions pas, je dirais, de brèches dans lesquelles nous aurions pu nous engouffrer, nous avons vraiment soulevé tous les cailloux et nous sommes arrivés à la conclusion qu'il n'était pas possible d'assurer des amendes administratives et des sanctions, de toute sanction pécuniaire. Alors, sur le sujet de la CNIL, je crois qu'il y a des représentants de la CNIL dans la salle virtuelle et donc ils pourront peut-être intervenir tout à l'heure. Nous avons également conclu que s'agissant des sanctions pécuniaires et des astreintes, elles étaient inassurables. D'une part, nous utilisons l'analyse générale que nous avons menée pour arriver à cette conclusion, mais également nous tirons cette conclusion du texte du RGPD qui, dans son article 83, précise qu'il est nécessaire que les sanctions prévues soient effectives, proportionnées et dissuasives. Les mots employés, effectifs et dissuasifs, paraissent exclure une assurabilité. Nous avons poussé l'analyse un peu plus loin et nous avons considéré qu'il fallait distinguer les sanctions pécuniaires qui devaient être effectives et dissuasives, des mesures correctrices qui figurent à la fois dans le RGPD à l'article 58, mais également dans la loi de 78, l'article 20, mais également l'article 21, c'est-à-dire toutes les mesures qui pourraient être décidées et demandées par la CNIL, notamment en termes de conformité. Alors, nous pensons que ces mesures correctrices pourraient faire l'objet d'une couverture assurantielle. On vise par exemple la remise en conformité des opérations de traitement qui ne seraient plus conformes du fait de l'attaque cyber. On vise éventuellement les pertes d'exploitation dues à l'interruption provisoire de la mise en œuvre d'un traitement. Et également, par exemple, les conséquences pécuniaires des mises en demeure de communiquer aux personnes concernées une violation des données à caractère personnel. Donc on distingue bien les sanctions pécuniaires et les mesures correctrices, et les mesures correctrices pourraient donc faire l'objet d'une couverture assurantielle. Pour clarifier le sujet, nous pensons qu'il serait bien de modifier la loi de 78 et notamment son article 21 pour déclarer inassurables les astreintes et les autres sanctions pécuniaires qui pourraient être décidées par la loi de 78 ou le RGPD. Nous pensons qu'il ne serait sans doute pas inutile non plus de clarifier le sujet de façon plus générale s'agissant des amendes des autres autorités qui devraient suivre le même régime. Voilà pour l'assurabilité des sanctions. Donc j'en viens à l'assurabilité de la rançon en cas de cyberattaque, sujet extrêmement sensible. Donc on vous a déjà cité des rapports parlementaires qui ont conclu à l'interdiction de l'assurance pour la rançon. C'est un sujet qui est très largement débattu et nous avons voulu l'attaquer au plan juridique
et nous sommes d'abord interrogés sur la possibilité, d'une part, de payer une rançon et d'autre part, d'assurer la rançon au regard du droit civil, au regard du droit des assurances et au regard du droit pénal. Au regard du droit civil, la limite que l'on pourrait trouver, évidemment, c'est l'ordre public et les bonnes mœurs, puisque le Code civil y fait souvent référence, notamment dans son article 6. On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. Cet article 6 s'applique au contrat d'assurance, et on pourrait craindre que l'on vienne reprocher aux assureurs qui rembourseraient des rançons de faciliter finalement, de faciliter de nouvelles infractions, ce qui irait à l'encontre de l'ordre public ou des bonnes mœurs. Bon, il n'y a aucune jurisprudence sur le sujet et la question de l'assurabilité des rançons n'a jamais été tranchée par les tribunaux. Alors, la doctrine a avancé sur le risque purement pénal, a avancé l'argument suivant en disant que l'assurance d'un risque purement pénal est illicite à deux conditions alternatives, qu'un texte spécial le prévoit ou que la garantie ait directement pour objet une activité elle-même illicite. Alors, si on tente d'appliquer ce raisonnement à l'assurance rançon, celle-ci ne serait pas illicite en tant que telle, d'une part parce qu'aucun texte n'est venu l'interdire, et d'autre part, le paiement de la rançon par l'assuré victime du chantage des hackers ne constitue pas, je vais y revenir, une activité illicite ou pénalement condamnable. Au regard du droit des assurances, le contrat est par nature un contrat aléatoire qui fait de l'aléa un élément essentiel du contrat d'assurance. L'article 113.1 dispose que l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. S'agissant de l'assurance rançon, l'assuré est une victime. Bon, sauf à prouver qu'il était complice des cyberhackers, mais enfin ça c'est une hypothèse que je laisserai de côté. Et donc aucun texte ou décision aujourd'hui n'interdit également la couverture du risque de rançon, comme cela a pu être le cas pour d'autres risques, et notamment l'assurance dite retrait de permis. Au regard du droit pénal, l'entreprise qui fait l'objet donc d'une demande de rançon dans le cas d'une attaque cyber est une victime. Et donc le paiement de la rançon n'est pas en soi une infraction pénale, puisque le paiement peut être considéré comme fait sous la contrainte. La cyberrançon s'analyse comme une extorsion à l'instar du délit prévu par l'article 312-1 du Code pénal. Je mentionne également dans les slides l'article 122.7 qui prévoit donc n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. Donc nous ne voyons pas d'infraction pénale dans le paiement de la rançon, avec une limite bien sûre qui est l'infraction de financement du terrorisme prévue par l'article 421-2-2 du Code pénal, dans l'hypothèse où la cyberrançon serait demandée par un groupe terroriste. Cette infraction serait caractérisée par la connaissance que les fonds fournis sont destinés à être utilisés en tout ou en partie en vue de commettre un acte de terrorisme. Même dans cette hypothèse de financement du terrorisme, on pourrait considérer que la contrainte exonératoire qui est visée à l'article 122.2 du Code pénal pourrait s'appliquer dans certaines circonstances. L'article 122.2 précise que la personne doit avoir agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister. Et dans certains cas, effectivement, la demande de rançon pourrait entrer dans cette catégorie.
compte tenu de son montant ou des conséquences qu'un non-paiement pourrait entraîner pour l'entreprise visée. Donc, sur ce point, sur l'article 122.2, nous mentionnons ce principe. Évidemment, tout sera un cas d'espèce, mais qu'il faut avoir à l'esprit. Alors, quand on se tourne vers l'entreprise d'assurance, a priori, elle n'encourt non plus aucune responsabilité pénale à prévoir le remboursement d'une cyberrançon par l'entreprise victime. En fait, cette assurance est comparable à une assurance couvrant le risque de vol ou un risque de destruction. Le remboursement n'apparaît pas pouvoir tomber sous le coup de l'infraction de blanchiment, défini à l'article 324.1 du Code pénal, puisqu'il est fait par hypothèse avec des fonds légaux et n'a aucun effet dissimulateur de sa provenance. Alors, l'infraction de financement du terrorisme pourrait être aussi retenue à l'encontre de l'assureur. Il faut distinguer deux hypothèses. L'assureur a connaissance en amont du règlement de la rançon par l'assuré du fait que la rançon va alimenter un réseau terroriste. Alors, dans cette hypothèse, on ne pourrait exclure donc que l'assureur puisse être considéré comme complice et accusé de financement indirect du terrorisme du fait de la fongibilité entre les deux paiements. Par contre, si l'assurance apprend, après le paiement de la rançon, que celle-ci émane d'un groupe terroriste, le paiement qui est fait au titre de la garantie doit être envisagé dans ses caractères propres, c'est-à-dire un paiement fait à un assuré sans reversement au groupe terroriste. Donc, cette analyse figure au rapport et permet de conclure donc à la possibilité au regard du droit pénal d'assurer le remboursement de la rançon. D'autres limites figurent également dans le Code monétaire et financier pour les assureurs. Ce sont toutes les mesures de lutte contre le blanchiment, de financement du terrorisme que les assureurs doivent évidemment respecter. En cas de suspicion, évidemment, les assureurs sont tenus de faire des déclarations à Tracfin et de suspendre les opérations de paiement, les opérations d'indemnisation au titre de l'assurance, tant que Tracfin ne s'est pas prononcé. D'ailleurs, ce sujet n'est peut-être pas suffisamment explicité dans les contrats d'assurance et ça fait partie de nos recommandations pour bien informer les assurés que la réglementation pourrait entraîner éventuellement une suspension de l'indemnisation par les assureurs. Évidemment, autre régime à respecter, c'est celui du régime des sanctions. Donc, aussi bien on regarde la législation française que des réglementations étrangères, notamment américaines. Patrick a mentionné les réglementations de l'OFAC. Et vous avez dans le rapport, en annexe 6, si ma mémoire est bonne, un article tout à fait intéressant qui a été rédigé par le cabinet Skaden pour nos travaux et qui fait le point sur le droit américain. Alors, nous avons fait également, nous n'avons pas fait un vrai tour du monde, mais nous sommes intéressés au traitement de la rançon dans les autres pays. Et je ne vais pas évidemment reprendre toute l'analyse qui figure dans le rapport, mais ce que l'on peut considérer, c'est qu'une très grande majorité de pays n'interdit pas la solvabilité du remboursement des rançons. Alors, ils subordonnent, et ça c'est un facteur commun, le remboursement au respect de toutes les législations relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Beaucoup de pays recommandent aux victimes de s'abstenir d'effectuer le paiement des rançons, mais il n'y a pas d'interdiction. Évidemment, tous les pays incitent, que nous avons pu examiner, donc incitent les entreprises à prendre des mesures
techniques destinées à lutter contre ce type d'attaque et en limiter les effets. Autre trait commun aux pays que nous avons regardés, c'est la confidentialité. Beaucoup de pays exigent que les autorités nationales soient informées du paiement d'une rançon, d'une demande de rançon, et exigent également que ce sujet soit traité de façon extrêmement confidentielle. C'est le cas notamment de l'Allemagne. Alors nous avons eu une approche que nous avons voulu prudente et équilibrée, et nous sommes interrogés, après avoir constaté donc au regard du droit le paiement l'assurance était envisageable avec les limites que j'ai mentionnées. Nous sommes interrogés sur l'orientation que l'on devait donner à ce rapport. Devons-nous prôner une interdiction du remboursement des rançons ou au contraire prôner une non-interdiction du remboursement des rançons? Alors les arguments, nous avons examiné les arguments qui sont souvent cités en faveur de l'interdiction du remboursement des rançons. Bon, ils sont nombreux, vous pouvez vous les imaginer, vous les connaissez, je ne vais pas les reprendre individuellement, mais enfin, il est souvent avancé que l'indemnisation de la rançon nourrit un écosystème criminel et en fait incite les hackers à plus d'attaques et à plus de demandes de rançon. Il y a beaucoup d'arguments. Je propose de passer parce que le temps également passe. Mais enfin, vous les trouverez dans les slides, et nous avons également examiné les arguments en faveur de l'assurabilité. Parmi les arguments en faveur de l'assurabilité, il y en a deux qui nous sont apparus extrêmement importants. C'est que interdire l'assurabilité de la rançon, c'était faire peser sur les entreprises victimes le poids financier de la rançon et toutes les conséquences d'un non-paiement. C'était clairement mettre en danger la survie de l'entreprise. Ça, c'est un argument qui nous est paru extrêmement important. L'autre argument, c'est que les assurances peuvent être porteurs, je dirais, des mesures à la fois d'une information, d'une formation, mais également de mesures techniques et de mesures de protection que les entreprises pourraient ou devraient mettre en œuvre pour se protéger de ce risque. Et c'est dans le cadre de la souscription des assurances que l'assurance pourrait jouer ce rôle à la fois d'éducation et de protection, et qui nous est apparu important pour ne pas préconiser l'interdiction de l'assurance de la rançon. Nous nous sommes également interrogés sur quelles seraient les conséquences d'une interdiction nationale et si une interdiction nationale ne portait pas atteinte aux principes européens de libre prestation de services et de libre établissement en matière d'assurance. Alors, clairement, une interdiction qui serait purement nationale entraînerait un déséquilibre concurrentiel pour les assureurs français qui seraient soumis à ces règles si ces dernières ne s'appliquaient pas également aux assureurs étrangers qui couvriraient des risques cyber situés en France. Il y aurait également une distorsion de concurrence pour les entreprises. Certaines entreprises au niveau européen donc, pourraient bénéficier d'une assurance de la rançon, et en France, les entreprises françaises ne pourraient pas. Et donc, cette interdiction nationale qui pourrait s'inscrire dans le droit européen, parce que le sujet relève d'un domaine qui n'est pas harmonisé, il ne ferait pas double emploi avec une règle déjà existante en France, elle pourrait être considérée comme poursuivant un objectif d'intérêt général. Donc les critères fixés
pour une loi qui serait purement une loi nationale dans le cadre européen pourrait être considérée comme respectée. Au niveau de l'Union européenne, nous avons considéré également, il y a une analyse juridique sur le sujet en annexe au rapport, que l'Europe pourrait prendre un règlement, un règlement pour interdire l'assurance des rançons. Cela paraît juridiquement possible, mais non souhaitable. Nous considérons que, d'une part, la plupart des pays n'interdisent pas l'assurance de la rançon. D'autre part, il y a des enjeux tellement grands pour les victimes de cyberattaques. Il y a un besoin de protéger les entreprises et d'améliorer la résilience des entreprises vis-à-vis du risque cyber. Nous avons donc considéré qu'il ne serait pas opportun d'interdire l'assurance des rançons. Alors, nous avons formulé, enfin je dis nous, de façon très, très collective, des recommandations qui sont des mesures d'ordre opérationnel, des mesures également d'ordre réglementaire et des mesures également de prévention pour sensibiliser les opérateurs. Alors, les recommandations sont nombreuses et parmi celles qui nous sont apparues très importantes, c'était imposer le dépôt de plainte et faciliter les dépôts de plainte. Ça nous paraissait quelque chose d'absolument nécessaire, notamment pour informer les différentes autorités publiques compétentes. Il nous paraissait important également de renforcer, de centraliser les dispositifs publics de cyberprotection, à la fois en moyens humains et financiers, et améliorer la coordination entre les différentes autorités publiques compétentes. Le cadre actuel est assez, on pourrait considérer, le cadre actuel des autorités publiques est assez dispersé. Vous avez l'ANSSI, vous avez cybermalveillance.gouv, vous avez la gendarmerie nationale, vous avez l'Office central contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication. Vous avez aussi toutes les autorités judiciaires et donc on pense qu'il serait utile d'instaurer une autorité publique unique ou centralisatrice qui puisse être leader sur ce sujet. Alors, parmi toutes les recommandations, bon, Patrick l'a mentionné, je crois que je suis obligé, Michel, d'accélérer un petit peu. Si tu veux bien, Pierre, mais enfin, ton déroulé est pourtant tellement pédagogique qu'il est très agréable à entendre, mais effectivement, si tu peux aller un petit peu plus vite. Un petit peu plus vite, voilà. Merci. Merci beaucoup. Donc, je voulais simplement vous dire, et je pense que à la fois le rapport et les slides sont suffisamment explicites sur les différentes recommandations que nous avons préconisées, et nous avons eu le plaisir de constater que le projet de loi qui était mentionné par Patrick il y a quelques instants, qui est le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, le projet de loi LOPMI du 16 mars dernier, a repris un certain nombre de nos recommandations. D'une part, il n'y a aucune interdiction d'assurer les rançons. Au contraire, l'assurance de la rançon est mentionnée dans ce projet de loi. Le ministère de l'Intérieur serait désigné donc chef de file de la lutte contre la cybercriminalité. Le paiement de la rançon et l'assurance de la rançon est conditionné au dépôt de plainte. Il y aurait la création d'un numéro 17 cyber pour faciliter les dépôts de plainte. Donc, on se dit que nos travaux ont pu être utiles, mais enfin, ce n'est qu'un projet de loi qui sera débattu au Parlement ultérieurement.
Alors je voudrais donc vous dire quelques mots sur la question du cadre juridique du risque de guerre. Est-ce que le risque de guerre tel qu'il est compris aujourd'hui peut intégrer le risque de guerre lorsque le fait générateur est cybernétique? C'est-à-dire, est-ce que la guerre cyber serait également un motif d'exclusion, comme la guerre comme on la connaît aujourd'hui? Alors, de façon assez de façon directe, je dirais, nous avons considéré que un fait générateur de nature cybernétique qui correspondrait à un acte de guerre et qui serait qualifié de cyberguerre ne répond pas à une définition en droit positif. Alors, les attaques cyber sont une réalité admise en droit international, mais le droit français est plus traditionnel dans son approche. Et la guerre répond, même si je simplifie un peu, la guerre répond à une approche formaliste nécessitant une déclaration préalable des États attaquants. Alors, le droit français reste sur cette idée de la nécessité donc d'une déclaration préalable. Il y a une jurisprudence ancienne qui définit le fait de guerre comme correspondant à des opérations militaires, des combats, des bombardements, même sans que le fait de guerre ne soit la cause unique ou directe du sinistre. Et donc c'est une approche tout à fait formaliste, même si on note une évolution qui pourrait être intéressante. L'article 35 de la Constitution précise que la déclaration de guerre est autorisée par le Parlement, et en 2008, trois alinéas ont été ajoutés à cet article 35. Et la réforme a introduit une nouvelle catégorie qui est celle de l'intervention des forces armées à l'étranger, qui implique d'en informer le Parlement. Donc on voit que le concept de guerre s'ouvre, si on peut dire, avec ce concept d'intervention des forces armées qui ne nécessite plus qu'une information du Parlement. Le droit international public, par contre, est beaucoup plus ouvert, je dirais, si je peux employer l'expression, sur le concept de guerre. Et je mentionnerai notamment les conventions de Genève de 1940 relatives au droit international humanitaire. L'article 2 précise qu'en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs autres parties contractantes, même si l'état de guerre n'est pas reconnu comme l'une d'elles, eh bien, vous voyez l'article 2 qui est le champ d'application de la Convention, eh bien, vise non seulement la guerre déclarée, mais également tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs parties contractantes. L'approche donc échappe au formalisme classique d'une déclaration de guerre et donc qui n'est évidemment pas le préalable à la qualification de cyberguerre. Alors les commentaires de 2020 de cet article 2, les commentaires de 2020 donc considèrent que des actions cyber en parallèle d'actions militaires plus classiques constitueraient un conflit armé international. Et l'analyse serait même identique pour des actes isolés entraînant des destructions de biens civils ou militaires équivalents. Et donc les commentaires de 2020 qui sont importants car ils fixent le cadre en fait d'interprétation de la Convention. Les premiers commentaires dataient de 1952, donc les derniers de 2020. Eh bien, ces commentaires permettent de retenir un spectre le plus large possible qui permettrait d'accueillir dans le concept de guerre donc des attaques cyber perpétrées par un État. La Charte des Nations Unies s'applique à n'importe quel emploi de la force et des armes employées, dont une opération cyber donc, ne saurait être exclue. Il est intéressant de noter qu'il n'existe pas d'obligation en droit public international pour un État de prouver publiquement l'imputabilité d'un acte illicite
dont il est victime à un autre État. Le droit public dégage des critères de contrôle effectif ou de contrôle global permettant d'imputer à un État des opérations en cause menées par certains acteurs. Alors, on cite souvent l'attaque NotPetya, qui est un malware attaque qui a été attribuée à l'État russe, une attaque qui remonte à juin 2017, a causé des dommages de grande ampleur, évidemment, vous le savez, a touché de multiples entreprises. Et certains assureurs ont pu opposer les exclusions conventionnelles des actes de guerre, tels que stipulés notamment dans les polices anglo-saxonnes. On citera que la Lloyds a publié de nouvelles clauses d'exclusion propres à la cyberguerre pour inclure expressément la cyberguerre comme un cas d'exclusion. Mais on doit également noter qu'un tribunal américain a récemment considéré, fin janvier de cette année, qu'une clause traditionnelle qui ne vise pas la cyberguerre ne s'appliquait pas à l'attaque NotPetya de 2017. C'est une décision du tribunal de la Cour supérieure du New Jersey, non, je disais janvier, mais c'est du 6 décembre 2021. Donc nous considérons qu'il y a là un domaine qui doit être également clarifié pour ajouter au concept de guerre étrangère qui figure à l'article 121.8, celui de conflit armé international, quels que soient les moyens qui seraient utilisés. Et nous avons proposé donc une modification de l'article 121.8 dans un but de clarification du sujet. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là parce qu'on voulait laisser un peu de temps pour les questions. Il nous reste quelques minutes, je crois, Michel. Enfin. Oui, et nous allons d'abord redonner la parole pendant un petit moment à Patrick, qui va nous évoquer eh bien maintenant le côté assuré, c'est-à-dire comment dans un groupe comme le sien, on s'y prend pour organiser la couverture du risque. Alors c'est même les assureurs sont amenés à se couvrir eux-mêmes en tant qu'institution, et Patrick va effectivement partager son expérience sur ce point dans ce dernier volet de la présentation. Merci Michel. Je vais être bref parce que je pense que le sujet le plus important, c'est ce qu'a partagé avec vous Pierre. Néanmoins, cette expérience de placement, en l'occurrence, c'est le placement, l'expérience que je vais vous conter, c'est le placement que j'ai essayé de faire pour le groupe Crédit Agricole. Donc, c'est pas uniquement la partie assurantielle, c'est aussi la partie bancaire, et la partie française et aussi la partie internationale. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que ça a illustré ce que je vous ai dit sur le fait que le marché était tendu. En termes de premier élément qu'on vient de faire, c'est en fait d'essayer d'évaluer le risque et les conséquences potentielles financières auxquelles nous devrions faire face si tant est que l'attaque réussisse. Donc, cette estimation-là, elle est déjà compliquée à faire. Pour un groupe comme le Crédit Agricole, mais je pense que c'est vrai pour tous ces grands groupes financiers, je ne vais pas vous donner le chiffre exact, excusez-moi, de l'évaluation de notre sinistre maximum possible, mais clairement, ça se mesure en centaines de millions d'euros. C'est-à-dire que notre estimation, en dépit de la qualité de notre protection, de notre prévention mise en place, nous estimons pas complètement impossible. Alors, quelle est la probabilité de survenance? C'est très compliqué de l'évaluer, mais nous estimons pas complètement impossible de devoir faire face à un sinistre qui induirait des centaines de millions d'euros de conséquences.
De ce fait, une fois qu'on a cette évaluation-là, qui est bien compliquée à faire, mais enfin qu'il faut faire, nous allons chercher sur le marché ces centaines de millions d'euros de capacité. Et en fait, le marché aujourd'hui sur des risques bancaires ou assurances est très frileux. La seule façon de trouver des solutions, c'est de partager, de couper en plusieurs lignes et de partager au maximum ces risques-là entre les différents acteurs. Donc, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne qu'on a une multiplicité d'acteurs qui assurent, mais finalement qu'on a quasiment tout le marché. Donc, on a une limite là problématique en termes financiers. C'est que quand tout le marché est présent sur votre contrat, vos marges de manœuvre pour discuter de la prime d'assurance sont assez limitées. Hein. Je ne dis pas qu'il y a de l'entente, mais par définition, ils ont tous le même intérêt. Donc, dans un contexte aussi difficile que j'ai présenté tout à l'heure, nous avons eu des augmentations de primes d'assurance extrêmement élevées, en dépit de l'absence totale de sinistre. Enfin, totale de sinistre au-dessus de la franchise que l'on conserve, et une franchise qui se mesure en dizaines de millions d'euros. C'est-à-dire que le groupe Crédit Agricole, évidemment, est en capacité d'absorber des sinistres qui mesurent quelques dizaines de millions d'euros. Donc, nous allons chercher sur le marché, au-delà d'une certaine franchise, une fois encore, de plusieurs dizaines de millions d'euros. Au-delà de cette franchise-là, nous n'avons pas encore eu, je croise les doigts, nous n'avons pas encore eu d'événements dépassant ce montant. Et pour autant, la prime a très significativement augmenté. Donc, on a eu à la fois une problématique de trouver des capacités et d'avoir une prime acceptable. Voilà, ce qui a induit assez naturellement que notre conservation, alors en partie par le biais d'un assureur, en l'occurrence Pacifica, mais aussi une conservation complète dans chaque entité du groupe, qui a augmenté. On a doublé notre rétention. Voilà. Donc, ce sujet que j'ai rencontré, j'en parle ici parce que je pense que la plupart des grandes entreprises, soit votre grande entreprise, soit celle que vous accompagnez, ont en fait ces mêmes contraintes. Je ne vais pas plus loin parce que le temps passe et ça serait dommage qu'il n'y ait pas du temps un peu pour les questions. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Je risque de devoir vous quitter assez rapidement, mais… Merci Patrick et merci Pierre. Merci pour cette double présentation, à la fois très d'analyse juridique bien sûr et puis très pratique malgré tout, très utile dans un environnement où on a prononcé bien sûr essentiellement le mot cyber mais aussi le mot guerre, donc c'est un environnement très spécifique aujourd'hui qui a une résonance tout à fait particulière d'actualité. On a quelques minutes, effectivement quelques courtes minutes même, mais on a tout à fait le droit, sauf si Patrick est pressé, mais tout à fait le droit de déborder un peu. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, je vois France. France, tu… C'est bon. Oui, voilà. Merci, c'est bon. Oui, juste rapidement, je voulais confirmer évidemment ce que dit Patrick, c'est que pour les grands comptes, le marché est extrêmement compliqué. Effectivement, on constate que la concurrence est très difficile à faire jouer. Concernant les PME, en revanche, on a, de mon point de vue, des tarifs qui sont totalement presque ridicules en termes de faibles montants. Et c'est vrai qu'on ne comprend pas pourquoi les PME ne vont pas plus sur des primes qui sont vraiment faibles. Ce que je voulais juste dire en termes réglementaires, c'est que je pense que cette crise va amener véritablement à changer l'attitude de l'administration française sur les captives. Parce que, comme vous savez, le régime fiscal des captives au Luxembourg est totalement différent et permet la constitution de provisions. Et je crois que les travaux ont commencé et j'espère que ça va vraiment déboucher rapidement
pour qu'on ne soit pas obligé d'aller installer les captives pour nos clients au Luxembourg. Si vous me permettez, juste, je suis totalement d'accord avec vous et je pense bien que ces captives à la française vont être mises en place avec des avantages similaires de PSF, enfin de provision à la luxembourgeoise, c'est-à-dire permettant, et ce qui est l'objectif de la captive et ce qui est naturel, permettant finalement le lissage dans le temps des éventuelles conséquences des sinistres. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en avais une, moi, sur la suite du rapport, quand même. Vous avez l'un et l'autre mentionné le projet de loi. On peut l'attendre, enfin, c'est très difficile, mais à quel horizon? C'est une question de mois? Ce sera nécessairement au-delà de la législature actuelle, donc sans calendrier défini? Écoute, je crois que oui. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir de débat parlementaire avant l'échéance présidentielle. Et donc, je ne connais pas le calendrier. Je ne suis pas sûr que quelqu'un le connaisse d'ailleurs. J'imagine. Mais en tout cas, on a l'impression qu'il y a peut-être eu quand même, ou qu'il y a peut-être un contexte de prise de conscience accéléré d'un besoin de réponse, et voilà. Mais pour autant, brûler les étapes est bien entendu très, très compliqué. Je vois une autre main qui se lève. Allez-y. Oui, bonjour à tous, c'est Marie Bétolo de France Assureur. Merci à Pierre et Patrick pour vos excellentes présentations. Moi, j'avais une question par rapport notamment à ce projet de loi LOPMI, dont je sais, s'agissant du calendrier, qu'il est reporté à après les élections présidentielles et qui devrait arriver devant le Parlement voilà, entre juin et décembre 2022. Ce projet de loi LOPMI conditionne en effet le remboursement de la rançon au dépôt de plainte de la victime, mais d'après le projet de loi, ce dépôt de plainte doit intervenir au plus tard 48 heures après le paiement de la rançon, et moi j'étais un peu étonnée en fait du moment auquel la victime devait porter plainte. On imaginait que c'était au moment de la demande de rançon et pas du paiement de la rançon. Je ne sais pas si vous avez un avis sur cette question. Merci. Oui, bonjour Marie. Marie a été une des grandes chevilles ouvrières de ce rapport, donc je suis content de la saluer ce matin. Moi, j'ai lu cette disposition comme fixant une date butoir pour le dépôt de plainte. On imagine qu'une entreprise qui fait l'objet d'une demande de rançon devrait très rapidement déposer plainte. Et ce que dit le texte, c'est que le paiement de l'assurance est conditionné au dépôt de plainte. Donc je pense que c'est plus un délai butoir qui a été fixé plutôt qu'autre chose. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Si, tout à fait. Ce qui m'étonnait, c'est que le dépôt de plainte, voilà, était 48 heures après le paiement de la rançon et pas après la demande de rançon. C'était juste là-dessus, mais Oui, ça devrait être avant, évidemment. C'était juste un étonnement. Oui. Merci Pierre. Merci. Une question, une main levée d'Aymeric Ponfian de la CNIL. Oui, bonjour à tous. Je suis conseiller finance et innovation à la direction de la conformité à la CNIL, et donc à ce titre, je suis cette question de la cyberassurance pour le compte de mon institution. Puisque M. Minor, vous nous avez invité à nous exprimer, alors je peux faire deux commentaires pour rappeler en fait ce qu'on a dit devant votre groupe de travail au début de l'année dernière, tout simplement. Le premier commentaire, c'est pourquoi modifier la loi informatique et liberté en ciblant les sanctions RGPD spécifiquement et pas le titre 1 du livre 1 du Code des assurances qui pourrait disposer pour l'ensemble des sanctions administratives et pas seulement pour les sanctions RGPD, parce que finalement, il n'y a pas lieu de faire
un sort particulier aux sanctions prononcées par la CNIL versus les sanctions de la CPR ou d'autres, de la DGCCRF ou d'autres autorités. Peut-être modifier L113.3 Code des assurances, ça serait peut-être ça créerait moins d'à contrario de difficultés que de modifier la loi informatique et liberté. L'autre point, c'est sur l'assurabilité des mises en demeure prononcées par la CNIL. Évidemment, on ne recommanderait pas nécessairement le développement de garanties qui viendraient assurer les mises en demeure prononcées par la CNIL dès lors que la CNIL a engagé une action répressive. Évidemment, on est très mise en demeure. On pense que ce qu'on viendrait garantir là, c'est finalement quelque chose de pas très matériel pour les assurés, parce que souvent, quand la CNIL met en demeure de prendre des mesures de mise en conformité en matière de sécurité des données, après une violation de données et donc après l'intervention d'un fait générateur au sens des garanties cyber, ça n'est pas pour remettre en état les systèmes d'information, c'est au contraire pour les changer complètement et les faire monter en conformité de façon très substantielle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, si vous voulez, déjà, dans le premier point, la CNIL ne met généralement pas en demeure un responsable de traitement qui a été victime du cybercrime. Il ne le fait que dans des cas très très particuliers où il y a une négligence grave de ce responsable de traitement eu égard à ses obligations de sécurité des données, et donc il n'y a pas du tout d'automaticité. Au contraire, ce sont des occurrences très très particulières où le système d'information était manifestement et pas du tout à l'état de l'art, et que donc il y a une négligence grave. D'autre part, dans ce cas-là, on imagine bien que dans ce cas-là, il y a une concurrence entre dois-je faire jouer la garantie parce que il y a un fait générateur cyber, ou alors dois-je m'abstenir de la faire jouer parce que une autorité a mis en œuvre une action répressive d'ordre public pour protéger l'ordre public économique. En fait, dans ce cas-là, nous, ce que la CNIL demande aux responsables de traitement, qu'elle met en demeure, qu'elle mettra en demeure le cas échéant, c'est d'augmenter significativement son niveau de sécurité. Donc, il n'y a pas la mise en conformité n'est pas une remise en état, c'est une montée en conformité substantielle. Et donc, le principe indemnitaire, de toute façon, ferait obstacle à ce que cette partie-là de la mise en demeure, enfin les conséquences financières de cette partie-là de la prescription de la CNIL soient assurées. Donc, au-delà de la question de savoir y a-t-il un contrario avec l'article 83 RGPD ou pas, et évidemment il y a une discussion. Nous, on préférerait évidemment qu'on considère les mesures répressives prononcées par la CNIL comme un bloc, et que voilà, les questions d'efficacité de la sanction portent sur l'ensemble et pas seulement sur les sanctions pécuniaires. Mais au-delà de cette question qui est une question ouverte, on pense que la matérialité de ces garanties risque d'être un petit peu questionnable, en tout cas source de litige, et donc on se demande si c'est vraiment dans l'intérêt de l'écosystème de prévoir cette offre, parce que une offre qui n'a pas une grande matérialité vu la pratique de la CNIL, mais qui envoie un effet de signal mauvais en ce qui concerne si vous voulez, l'efficacité des mises en demeure prononcées par la CNIL, le rapport coût-bénéfice est plutôt mauvais dans l'ensemble, et donc on s'interroge sur tout ça dans des termes que je viens de vous expliquer. Si vous me permettez, peut-être une petite réponse de praticien. On voit bien qu'on est là encore sur un domaine qui émerge. Et comme vous l'avez bien dit, aujourd'hui, on n'a pas connaissance on va dire, de sanctions systématiques, aveugles de la part de la CNIL. Et mon impression personnelle, c'est qu'à ce stade, on est plutôt dans une CNIL qui accompagne les entreprises plutôt que
plutôt qu'elle les sanctionne. Voilà. Mais la problématique, c'est de sortir quand même de ce que Pierre a dit en introduction. Nos contrats actuels, c'est effectivement ce qu'il y a décrit, c'est vous êtes garanti sous réserve que la loi nous autorise à vous garantir. C'est totalement incompréhensible, évidemment, pour un client. En plus, la loi peut être évolutive, c'est-à-dire qu'entre le moment où le client souscrit, on peut lui préciser ce que dit la loi à ce moment-là. 5 ans après, c'est même pas 5 ans après, dans ce domaine ça va beaucoup plus vite, mais pour imager, 5 ans après, il est toujours garanti avec le même texte. Le client a toujours en tête ce qu'on lui a éventuellement dit, en espérant qu'il y ait du conseil au moment de la souscription, sauf que 5 ans après, parce que la réglementation a bougé, finalement, il n'est plus garanti pour ce qu'il croyait être garanti. Donc, ce qu'a fait la CIJP est intéressant parce que ça va nous obliger, ou ça va nous aider plutôt à préciser, parce que la transparence, elle est fondamentale dans nos contrats. Ok, merci beaucoup. Il y a une question de portée très générale là, que pose Madame Garella, qui est la possibilité ou l'idée de création d'une sorte de fonds international dédié aux conséquences d'une pandémie mondiale cyber. Est-ce que c'est quelque chose, Patrick, de concevable, qu'il y ait une approche collective pour ce risque, un risque qui deviendrait totalement systémique? Et écoutez, c'est un sujet évidemment qui a entre autres émergé suite à la crise Covid. Vous savez que l'on a poussé, nous assureurs, cette possibilité d'une garantie CATEX, enfin une garantie pour des sinistres exceptionnels. Alors qui était vraiment en lien direct, mais ça pouvait être beaucoup plus large. Donc, et en fait, le constat que l'on peut faire, c'est que même au niveau simplement France, alors qu'on était en pleine crise sanitaire, on n'a pas réussi à faire émerger une solution de mutualisation, mêlant en fait le public et le privé pour répondre non seulement en l'occurrence aux crises sanitaires, mais potentiellement ça aurait pu supporter également du cyber, d'une crise systémique cyber. Donc l'imaginer au niveau mondial, j'ai déjà tenté ce genre de choses par ailleurs sur d'autres sujets, et je pense par exemple aux attentats sur lesquels j'ai beaucoup travaillé dans mon histoire, en disant, bah, écoutez, par rapport aux attentats, on pourrait raisonner au moins européen. Voilà, c'est très 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 compliqué, mais c'est en tous les cas cette piste d'une approche. Pour moi, la bonne approche, c'est de dire est-ce que les solutions publiques privées sur des risques potentiellement systémiques mal maîtrisés, c'est les bonnes solutions d'avenir. Très bien. Merci. Je ne vois. Oui, Pierre, pardon. Je voulais non pas intervenir sur le sujet du Fonds mondial, mais sur l'intervention de M. Ponviane, qui est représentant de la CNIL ce matin, pour lui dire que, enfin, je crois que nous sommes d'accord sur le fond. Alors sur le premier sujet qui était pourquoi une modification de la loi 78, ne pas modifier le code des assurances pour viser toutes les sanctions des autorités administratives, enfin on est d'accord, et le rapport d'ailleurs mentionnait que la modification de la loi de 78 aurait pu être accompagnée d'une modification visant les autres autorités indépendantes. Voilà, on a pensé à la loi de 78 parce que nous étions sur le sujet particulier des sanctions de la CNIL. Sur les mesures correctrices, je crois que nous avons fait une distinction entre sanctions pécuniaires et mesures correctrices. Mais cela ne veut pas dire que toutes les mesures correctrices doivent être assurées, et assurées, je dirais, sans condition. D'abord, toutes les conditions de l'assurance, du droit des assurances vont s'appliquer. Et d'autre part, sur par exemple une mise en conformité, une remise en conformité, je crois qu'il n'est pas de la vocation des assurances que de financer
une mise en conformité d'un système qui n'était pas conforme au moment de l'attaque. Ce que l'on visait plutôt, c'était le système conforme qui est très atteint et qui doit être reconstruit au même niveau de conformité. Ça, c'est quelque chose que l'on pensait peut-être pouvoir être assuré, mais je crois que le rapport est assez précis sur ce point. En tout cas, je remercie ces commentaires. Je crois qu'une partie du commentaire de M. Ponviane aussi portait sur justement sur l'intérêt qu'il pourrait y avoir à retoucher le code des assurances de façon plus globale. Est-ce que c'est une hypothèse qui a été évoquée dans le groupe de travail ou est-ce qu'elle a été assez vite écartée comme étant un peu compliquée opérationnellement, si tu veux dire. En fait, on travaillait sur le risque cyber, et le risque cyber, nous avons évoqué non pas des sanctions AMF ou ACPR, mais des sanctions plutôt de la CNIL. Donc on s'est un peu focalisé sur ce sujet, et donc on considérait qu'il n'était pas dans notre mission première que de préconiser une interdiction d'assurance de toutes les sanctions administratives de toutes les autorités indépendantes. Voilà, mais nous avons quand même inclus un paragraphe dans notre rapport pour dire que le raisonnement que nous avons suivi devait s'appliquer à tout type de sanctions. Et je crois qu'il y a des représentants de la CPR ce matin aussi qui pourraient sans doute le confirmer. Je ne sais pas justement s'il reste là, puisque quelques personnes ont dû quitter. Est-ce qu'il reste quelqu'un de la CPR qui voudrait donner la tonalité interne à l'institution? Non, peut-être pas. Tant pis. Est-ce qu'il y a d'autres questions de nature à la fois juridique et opérationnelle? Vous avez, oui, France Arnaud, de nouveau pour le courtier Solmondo. France, ton micro. Pardon. Oui, je suis effectivement, je considère que le cadre français est totalement dispersé, hein, c'est le mal français. Hein. Je crois qu'il faut vraiment se concentrer aussi sur la répression, sur la protection. Je crois savoir qu'on a créé une direction générale, une direction de la cybersécurité il y a quelques mois seulement au niveau de la DGA. Bon, je crois savoir. Mais donc, alors, ce que je voulais donner comme illustration, c'est que nous, on répond parfois à des appels d'offres publics de recherche d'assurance cyber. Et en fait, ce que l'on constate, c'est que l'état de nos entités publiques, municipales, régionales, etc., ne permet pas à ces appels d'offres d'être fructueux. Ça veut dire qu'on répond, on nous soumet des appels d'offres et aujourd'hui, les assureurs refusent systématiquement parce qu'ils savent que derrière, ils n'ont pas les garanties, le questionnaire qui va être rempli correctement, etc. Donc, on a quand même un sujet grave là au niveau de tout le tissu municipal et régional des entités publiques. Je ne peux que vous le confirmer. Je suis très proche de la SMAC, la mutuelle des collectivités locales, et nous réfléchissons avec eux sur un programme en fait à la fois d'assurance, mais surtout d'accompagnement en amont des collectivités, que ce soit les collectivités locales ou que ce soit les hôpitaux, puisque le sujet, évidemment, il touche les hôpitaux qui ont été concernés au premier chef hein, par des sérieuses failles. Et c'est clair que le risque, en fait, il est très important côté hôpitaux vu la spécificité des données. Voilà. Mais une nouvelle fois, le cordonnier est le plus mal chaussé. Non, mais je crois qu'il y a vraiment un donneur de leçons est plus mal chaussé, c'est sûr. Il y a vraiment un besoin de sensibilisation à tous ces sujets.
Il se trouve que j'ai vu hier soir un documentaire sur le plan calcul qui avait été lancé en 1966 et qui, en fait, avait jeté les bases d'un début d'Internet en France par une équipe de Français qui a été sabotée ultérieurement en 69. Et en fait, aujourd'hui, on a vraiment un énorme travail au niveau national à faire sur ces questions de souveraineté. Merci France. Il y a une question de la CPR, Élodie Lenné, qui effectivement nous interroge sur le fait, pouvez-vous repréciser les points de réponse attendus côté ACPR? C'est vrai que ma question était extraordinairement floue tout à l'heure en interpellant la CPR pour Oui. Je dois vous quitter. Oui, merci. Merci infiniment, Patrick. À très bientôt. Merci beaucoup. Pardon, Élodie, d'avoir posé une question très floue. Mon propos était de savoir s'il avait, dans vos débats, puisque je crois que vous participiez aussi au groupe de travail, s'il avait été, mais Pierre a en partie répondu, s'il avait été question plus largement de retoucher au code des assurances pour faire évoluer l'encadrement réglementaire au-delà de ce qui avait été suggéré pour la CNIL. Mais Pierre, peut-être veux-tu... Je ne sais pas si vous m'entendez. Ou... Oui. Ah, excusez-moi. Je laisse Pierre prendre la parole, pardon, en premier. Est-ce qu'il souhaitait intervenir, non? Pierre, tu souhaitais... Non, c'est Madame Lenné qui... Tout à fait. Oui, d'accord. Non, je vous en prie. Oui, alors c'est vrai que côté Code des assurances, on n'a pas forcément envisagé de modifier ou en tout cas d'introduire une disposition qui viserait l'intégralité des sanctions pécuniaires des autorités administratives. Simplement, il a été question, comme Pierre l'a très justement présenté, de modifier la définition notamment des risques de guerre pour l'adapter donc aux attaques qui peuvent avoir lieu de type cyber, donc à l'époque, la définition, en tout cas, telle qu'elle a été rédigée, ne correspond pas du tout aux risques qui peuvent se produire de nos jours. Donc, ce n'est pas quelque chose qui, outre les risques de guerre, a été envisagé. Et par ailleurs, je me permets de revenir sur la LOCMI parce qu'elle a bien été déposée à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Donc, je ne sais pas dans quel délai elle sera, en tout cas, analysée, mais elle est bien sur le site de l'Assemblée nationale. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je regarde l'heure, on a probablement un peu dépassé le temps que nous avions prévu. Je m'aperçois qu'on avait un peu sous-calibré la durée de notre manifestation qui pourrait certainement se prolonger. On va peut-être, je ne veux pas retenir les uns et les autres plus longtemps et Pierre notamment qui a bien voulu nous consacrer du temps. Donc je pense qu'on peut peut-être en rester là pour remercier les uns et les autres de votre présence à cette manifestation, remercier Pierre d'avoir bien voulu représenter de façon détaillée et très pédagogique le contenu de cet important rapport, encore une fois important parce qu'il défriche, enfin, de façon extrêmement équilibrée. J'ai rarement vu un rapport qui expose comme ça sa méthodologie en disant on a bien regardé les pour, les contre, et non seulement d'un point de vue théorique, juridique, mais d'un point de vue aussi pratique, c'est-à-dire un des arguments pour l'assurabilité, c'est ne pas laisser les entreprises seules face à leurs risques, effectivement, ce qui est le besoin. Donc je trouve qu'un rapport très fin juridiquement et également très pragmatique dans sa présentation et son déroulement, donc extrêmement précieux pour la fourniture de repères sur cette matière de l'assurabilité. Un bon document aussi pour sensibiliser ceux qui ne le sont pas encore, le grand nombre d'entreprises de taille petite ou moyenne qui ne sont pas encore à l'importance de recourir à une couverture d'assurance. L'offre existe, on l'a vu, elle est très, très évolutive, mais en tout cas, il y a quand même des mécanismes de protection possibles.
Merci Pierre, merci à tous. Et vous recevrez bien sûr, donc, comme on l'a dit, ces slides très, très détaillés. Le rapport vous a déjà été communiqué. Et puis, nous ferons paraître un compte rendu de ces échanges. Merci infiniment. Bravo et merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. À bientôt. Merci Michel.